Et, bienvenue à notre atelier. Je m'appelle Liane Butler et je suis la bibliothécaire responsable de la communication savante et l'administratrice de Recherche UO. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nathalie Léonard, la, Bonjour. bibli- la bibliothécaire de recherche de droit, et de Jolene Urtubis, la bibliothécaire de la réussite scolaire. Nous allons couvrir aujourd'hui le processus de soumission de votre thèse à recherche UO. Nous sommes heureuses que vous soyez si nombreux à nous joindre aujourd'hui pour nous aider à gérer la session. Nous vous demandons de fermer vos micros et vidéos. Nous prendrons les questions à la fin de la session, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Um, et la transcription en direct de cette session est activée et l'atelier sera enregistré et mis à votre disposition. Nous allons partager un sondage vers la fin de la session et pour recevoir l'enregistrement et les diapositifs, nous vous demandons de fournir votre adresse courriel à la fin du sondage. Alors, je vais passer la parole à Jolene pour commencer. Bonjour tout le monde. Donne-moi juste une minute pour partager mon écran pour qu'on puisse commencer. Alors, bonjour tout le monde. On vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. À la fin de la session d'aujourd'hui, vous serez en mesure de comprendre les principales étapes du processus de soumission d'une thèse à Recherche UO, créer un fichier de thèse qui répond aux exigences et surtout, sachez vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir de l'aide supplémentaire. La session d'aujourd'hui sera divisée en 4 sections principales où nous discuterons un aparté du processus de thèse post-défense, comment préparer votre fichier de thèse, comment soumettre votre thèse dans Recherche UO et comment faire le suivi de cette soumission. Nous allons commencer aujourd'hui par juste un petit sondage rapide. Alors, n'hésitez pas à placer vos réponses dans le chat. Je vous donne quelques secondes faire vos, euh, pour mettre vos réponses dans le chat. Quel est le pourcentage de thèses qui sont retournées aux étudiants la première fois qu'ils les soumettent à Recherche UO? Est-ce que tu penses que c'est A, 30%, B, 50%, C, 70% ou D, 80%? Alors, je regarde dans le chat et c'est plupart C ou B. Et en réalité, c'est en fait D, 80% des étudiants qui voient leur thèse retournée et doivent apporter des modifications à leur fichier avant que leur soumission soit approuvée. Alors, ça, c'est pourquoi on est ici aujourd'hui, pour vous aider avec ce processus, pour que vous puissiez être une partie du 20% et qu'on peut augmenter ce pourcentage-là. Alors, commençons par une rapide aperçu du processus de thèse post-défense. Cela vous donnera une meilleure idée de ce que vous devez vous attendre au cours de ce processus. La soumission de la thèse ne commence que lorsque vous avez soutenu votre thèse avec succès. Alors, félicitations pour la réussite de votre défense de thèse. La soumission de la... Oh, excuse. Après avoir soutenu avec succès votre thèse, vous aurez 30 jours pour la soumettre. La bibliothèque examinera ensuite la soumission pour s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences. Si vous faites partie des 80% des étudiants, vous recevrez un courriel de l'équipe de recherche UO qui détaillera toutes les corrections nécessaires. Vous apporterez ces corrections et remplacerez ensuite le fichier de soumission par la version révisée. Cela peut se produire plus d'une fois en fonction de votre situation particulière. Une fois que vous aurez rempli toutes les conditions, la soumission sera réussie et vous recevrez un lien permanent vers votre thèse. Nous espérons aujourd'hui rendre ce processus encore plus simple et facile pour vous.
Après la session d'aujourd'hui, vous aurez une meilleure compréhension des conditions de soumission de la thèse et pourrez vous assurer que vous les remplissez avant de la soumettre. Nous espérons qu'après aujourd'hui, votre processus ressemblera à quelque chose comme ceci. Vous devrez toujours soumettre votre thèse dans les 30 jours suivant votre soutenance et la bibliothèque examinera votre soumission pour s'assurer que toutes les exigences sont remplies. Cependant, quand vous avez tenu compte de ces exigences, vous pourrez directement soumettre votre thèse avec succès. Les 3 points clés sur lesquels nous voulons nous concentrer aujourd'hui pour nous assurer que ce processus est aussi facile que possible pour vous sont les suivants. Comment préparer votre fichier de thèse en respectant les exigences en matière de fichiers, l'accessibilité des documents et les droits d'auteur. Comment soumettre votre thèse et ensuite comment faire le suivi de l'état de votre soumission. Nous nous lancerons immédiatement dans la préparation de votre thèse. Tout d'abord, pourquoi le formatage est-il si important? Il y a une variété de raisons différentes pour lesquelles ces exigences sont en place, y compris les meilleures pratiques, les politiques universitaires, etc. Mais en plus de cela, elles sont très importantes pour le programme Thèse Canada de Bibliothèque et Archives Canada. Grâce à ce programme, Bibliothèque et Archives Canada recueille et préserve des thèses des universités participantes, ce qui permet d'assurer la préservation à long terme et la possibilité de découvrir ces thèses. Ce programme saisit et collecte les thèses par le biais d'un processus automatique et pour que ce processus fonctionne correctement, il utilise les exigences de formatage et de dénomination présentées ici aujourd'hui. Donc, si ces exigences ne sont pas respectées, votre thèse ne peut pas être capturée et préservée. Je vais aussi mentionner que vous pouvez également voir des exemples d'autres thèses de votre faculté ou de votre département en consultant la collection de thèses de recherche UO. Passons donc directement aux exigences spécifiques du fichier que vous êtes tenu de respecter. La première chose que nous allons examiner est le page titre. Votre thèse commence donc par une page titre et il existe certaines exigences concernant son apparence et son signe. Ici, à droite, nous pouvons voir un exemple de page titre de thèse correctement formatée. Elle contient les éléments traditionnels comme le titre, nom d'auteur, faculté, département, droit d'auteur, etc. Vous pouvez également télécharger un modèle de page titre formaté si cela vous intéresse. Il se trouve sur le site web Recherche UO que nous vous montrerons plus tard dans la session aujourd'hui. Et j'ai mis un lien au bas de cette diapositive aussi. Alors, si vous laissez votre adresse courriel dans le formulaire de rétroaction dans le chat, tu peux avoir cette diapositive et l'enregistrement plus tard. Deux choses que je voudrais souligner. Le nom sur la page titre doit être votre nom complet tel qu'il apparaît dans Your Campus. Alors, si vous souhaitez modifier la façon dont votre nom apparaît, vous devez contacter le registraire par InfoService. Deuxièmement, vous devez inclure une déclaration de droit d'auteur indiquant l'année de votre soumission en ligne à Recherche UO. Nous allons maintenant nous concentrer sur la pagination. La première chose que je mentionnerai est que votre fichier de thèse ne doit pas comporter de pages blanches. Nous venons donc de voir une page titre correctement formatée. Votre page titre compte comme une page, mais comme vous l'avez peut-être remarqué, aucun numéro de page n'est indiqué sur la page titre. Vos numéros de page commenceront sur la deuxième page de votre document, le résumé, par un chiffre romain 2. Vous continuerez sur chacune des pages suivantes, les remerciements, les tables de matière, etc., avec des chiffres romains consécutifs. Une fois que vous aurez atteint la première page de votre premier chapitre, vous passerez au chiffre arabe. La première page de votre premier chapitre apparaîtra comme page 1 et vous continuerez sur chacune des pages suivantes avec des numéros arabes consécutifs. Enfin, assurez-vous de mettre à jour votre table de matière afin de refléter avec précision les chiffres romains et arabes. Ensuite, le format du fichier. Lorsque vous soumettez votre thèse, elle doit être présentée sous la forme d'un seul document PDF.
Nous vous recommandons fortement de convertir et de soumettre votre document au format PDF-A, si possible, car cela facilitera la préservation et l'accessibilité à long terme. Et Nathalie va vous montrer plus tard dans la session aujourd'hui comment faire cette conversion à PDF-A. Vous pouvez inclure des fichiers supplémentaires pendant l'étape de téléchargement des fichiers de la procédure de soumission. Il s'agit donc de tous les fichiers supplémentaires qui soutiennent votre thèse, par exemple les ensembles de données. Ceux-ci peuvent être téléchargés dans d'autres formats. Le nom du fichier est le suivant. Il existe donc une convention spécifique de dénomination des fichiers qui doit être respectée pour votre fichier PDF. Et ça, c'est pour les raisons d'être collectés et préservés encore par le programme de Archives et Bibliothèques Canada. Il devrait apparaître sous la forme suivante: nom de famille, trait de soulignement, prénom, trait de soulignement, année, trait de soulignement, thèse.pdf. Encore une fois, le nom de votre fichier de thèse doit inclure votre nom complet tel qu'il apparaît dans YoCampus. Et donc, si vous souhaitez changer la façon dont il apparaît, vous devez contacter le registraire par le biais d'InfoService. Il y a certains caractères qui ne peuvent pas être inclus dans le nom de votre fichier. Alors, vous ne pouvez pas inclure les diacritiques, les ponctuations, les apostrophes et les symboles autres que les traits de soulignement. Si votre nom comprend l'un de ces caractères, vous devez les supprimer du nom du fichier. Ils peuvent être inclus dans votre nom sur la page titre, mais ne peuvent pas être présents dans le nom du fichier elle-même. Enfin, l'année doit être celle de votre soumission en ligne à Recherche.io. Et donc, dans cet exemple, on a Hadril, trait de soulignement, Jeanette, trait de soulignement, Anne, trait de soulignement, 2021, trait de soulignement, thèse.pdf. La dernière chose que je vais mentionner rapidement aujourd'hui est liée à la présence de renseignements personnels. Une fois que la soumission de votre thèse est acceptée, elle sera librement disponible en ligne par le biais de Recherche.io et du programme de Bibliothèque et Archives Canada. Et par conséquent, nous voulons nous assurer que vous ne partagez pas de renseignements personnels avec le public. Pour protéger votre vie privée et celle des autres, n'incluez aucune information personnelle dans votre fichier de thèse. Veuillez supprimer toute signature. Alors, il peut y avoir des signatures dans les formulaires, des annexes, etc. Elles doivent être supprimées. Les numéros d'étudiants, les numéros de téléphone personnel, les adresses de courriel personnelles, y compris votre adresse de courriel étudiant à l'Université d'Ottawa ou celle de vos collègues étudiants, et les adresses postales. Cela ne s'applique pas aux coordonnées professionnelles des professeurs, etc., mais uniquement aux renseignements personnels. C'est donc tout pour moi et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Nathalie qui va vous donner des conseils supplémentaires sur l'accessibilité et les droits d'auteur. Merci, Jolene. Alors, permettez-moi d'ouvrir la présentation PowerPoint. Voilà. Alors, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous parler d'accessibilité et de vous montrer à quel point il est facile de créer un document Word accessible aux lecteurs souffrant de divers handicaps. Alors, pourquoi rendre les documents accessibles? Alors, comme il y a de plus en plus de documents qui sont disponibles en ligne, cela implique qu'il faut les rendre de plus en plus accessibles au plus de gens possible. Alors, l'accessibilité, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça veut dire que toute personne peut percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec une information électronique. Alors, par exemple, il y a de nombreuses personnes qui souffrent d'un handicap visuel et qui utilisent des lecteurs d'écran qui lisent à voix haute les informations affichées à l'écran, telles que les descriptions de texte ou d'images fournies par le biais d'un texte alternatif. Un document Word, un document PDF accessible, ça veut dire qu'il est formaté de manière à ce que les technologies d'assistance puissent traduire avec précision l'information de l'utilisateur afin qu'il soit accessible. Ça veut dire aussi qu'il est facile à modifier,
à parcourir et qui peut être utilisé de différentes manières par le plus grand nombre d'utilisateurs. Nathalie, Oui. on ne peut pas voir votre écran. Oh, étrange. Oh, attendez, je vais refaire. Est-ce que vous la voyez maintenant? Non. Oh, bizarre, bizarre. Et bizarre, bizarre. Je vais peut-être le fermer et le réouvrir. Donnez-moi un petit instant. Désolé pour ça. OK. Je vais repartager mon écran. C'est fait. Réouvrir ma présentation. Parfait. Alors, ici, diaporama. Est-ce que vous voyez Parfait. quelque chose? Oui? Oui, c'est parfait. Ah, bon, la technologie. Donc, je vous parlais d'accessibilité. Il est très, très utile de nos jours de rendre un document le plus accessible possible pour qu'il soit découvert par le plus de gens possible. Mais un autre argument, c'est qu'en 2005, la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario est entrée en vigueur. Alors, cette loi a eu comme impact pour l'Université d'Ottawa qu'elle doit maintenant rendre tout le contenu de ses sites Web, y compris les documents électroniques tels que ceux qui sont soumis dans la recherche UO, en format accessible. Donc, pour ces raisons, si vous planifiez, formatez et structurez correctement votre document dès le départ, vous vous assurez que le fichier est non seulement accessible, mais qu'il peut également être converti dans une variété de formats alternatifs, comme le PDF, comme le braille, et que le document va conserver donc toutes ces caractéristiques d'accessibilité dans ces formats-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique de rendre un document accessible? Alors, il y a différentes étapes à suivre. Alors, la première, très évidente, c'est qu'il vous faudra intégrer des fonctions d'accessibilité dans votre document. Alors, il y en a beaucoup, mais nous allons nous concentrer aujourd'hui sur celles qui sont considérées faire partie des meilleures pratiques. Alors, allons-y. Alors, la première, c'est que vous devriez, dans votre thèse, utiliser ce que l'on appelle des titres et des sous-titres pour différentes parties de votre texte, et ainsi que des outils de formatage tels que des listes à pistes. Alors, quand on utilise des titres ou des sous-titres, ça implique qu'on applique certaines caractéristiques à la section que l'on a choisie et ça permet de mieux naviguer dans votre document, ça permet de mieux faire comprendre la structure de votre document et comment naviguer d'une section à une autre. Donc, ça aide à préserver l'ordre de lecture et une personne qui utilise un lecteur d'écran, par exemple, va facilement naviguer dans votre document. Donc, ces titres et ces sous-titres peuvent être appliqués au chapitre dans votre document, le mot chapitre. Ces titres et sous-titres ou styles qu'on appelle en anglais peuvent également être appliqués au paragraphe. Alors, encore une fois, quand un paragraphe est identifié avec un titre ou sous-titre, les lecteurs comprendront ce dont il s'agit et ils ne seront pas confus. Alors, si on n'applique pas ces titres ou sous-titres, les lecteurs pensent qu'il y a de l'information qui manque et ils sont plus certains là, de qu'est-ce qu'il faut dire. Une deuxième caractéristique que vous devriez considérer, c'est ajouter un texte de remplacement pour tout contenu visuel que vous aurez dans le texte de votre thèse. Alors, quand vous naviguez sur le web et que vous voyez ou consulter un document dans lequel il y a une image, par exemple, si vous posez votre curseur de souris dessus, il y a un texte qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le texte alternatif. Alors, le fait que vous ajoutiez du texte alternatif à une image, ça permet donc à un lecteur d'écran de lire une description de vos éléments visuels. Donc, ça aide les personnes qui ne peuvent pas voir l'écran à comprendre ce qui est important dans cette image.
Une autre caractéristique à considérer, c'est l'utilisation des polices et de l'espacement. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des polices de caractère simple, familière et lisible. Alors, par exemple, il est recommandé d'utiliser des polices d'une taille comprise entre 11 et 14 points pour le corps du texte. Alors, en général, on utilise une taille minimale de 12, pardon. Évitez les polices décoratives comme Cambria, mais utilisez plutôt des polices avec un espacement suffisant entre les lettres comme Verdana, Times New Roman, Arial, Helvetica, Calibri. Utiliser un espacement adéquat pour améliorer la lisibilité du texte. Alors, en augmentant légèrement l'espacement entre les lignes, vous évitez d'encombrer le texte et cela aidera les personnes dyslexiques, de mieux suivre les lignes. Les polices de caractère doivent être suffisamment grandes pour être faciles à lire parce que les polices trop petites ou trop décoratives peuvent ne pas être lisibles par certains utilisateurs. Dans la mesure du possible, le texte doit être aligné à gauche. Le texte justifié au centre, par exemple, il est plus difficile à lire en raison de l'espace supplémentaire entre les mots. Et donc voilà. Autre caractéristique, c'est qu'il faut choisir soigneusement les couleurs et les contrastes que vous allez utiliser dans votre document. Alors, il faut les utiliser d'une manière appropriée. Alors, vérifiez que vous avez un contraste élevé entre les couleurs utilisées et l'arrière-plan simple que vous avez choisi. Alors, il faut qu'il y ait un contraste suffisant pour qu'un grand nombre de personnes puissent voir et utiliser le contenu qui est devant eux. Alors, pensez aux daltoniens. Pardon. Cela va les aider à distinguer le texte et les formes. Alors, par exemple, évitez d'utiliser un texte gris clair sur un fond blanc, par exemple. Autre caractéristique que vous pourriez utiliser, c'est un vérificateur d'accessibilité. Alors, ça va vous aider à vous assurer que votre document est accessible. Alors, une fois que vous l'avez mis en fonction, vous allez recevoir un rapport qui indique tout problème qui se trouve dans votre travail et qui peut être facilement résolu grâce aux suggestions mentionnées dans ce rapport. Tout ça pour vous permettre de fournir un document le plus accessible possible. Une dernière caractéristique d'accessibilité que j'aimerais vous suggérer, qui n'apparaît pas ici, mais qui, je crois, est importante, ce sont les liens hypertextes que vous mettez dans vos documents. Alors, il faudrait le plus possible utiliser un texte de lien hypertexte explicite. Pourquoi? Parce que les lecteurs d'écran ne peuvent lire que le texte, pas plus. Et souvent, l'utilisateur n'aura aucune idée de l'endroit où le lien mènera lorsqu'ils vont cliquer dessus. Si vous utilisez une adresse URL complète comme texte de hyperlien, ça peut être source de confusion lorsqu'elle est lue par un lecteur d'écran, surtout si cette adresse URL est très longue. Une erreur fréquente que l'on fait, c'est d'utiliser des phrases telles que cliquez ici comme texte d'affichage pour les hyperliens. Sauf que ça n'inclut pas une description de l'endroit où le lien mène ou sa fonction quand on clique dessus. Alors, il est recommandé d'utiliser une expression naturelle, une phrase, et rendre cette expression ou phrase comme lien hypertexte afin que ce soit plus utile, plus compréhensible. Alors, une fois que vous avez incorporé ces caractéristiques accessibles à votre document, il vous faudra convertir le document en PDF accessible. Donc, ici, nous avons mis des ressources qui vont vous permettre de faire cela avec plus de détails. Étape 3, une fois que vous avez terminé l'accessibilité, vous allez devoir vérifier que tout s'est bien passé quand vous avez converti votre document PDF accessible parce que pour différentes raisons, au moment de la conversion, il y a parfois des éléments accessibles qui ont été supprimés. Donc, encore une fois, ici, on vous a mis quelques liens pour vous permettre de vérifier l'accessibilité de votre document PDF.
J'aimerais profiter de votre présence ici pour vous parler un petit peu de droit d'auteur. Alors, parce que le droit d'auteur a un grand impact sur le contenu de votre thèse. Alors, bien que vous soyez titulaire du droit d'auteur sur votre thèse, cette propriété ne s'applique qu'au contenu que vous avez créé et pour lequel vous serez titulaire du droit d'auteur. Parfois, si vous reproduisez le contenu d'un tiers ou si vous avez cédé les droits d'auteur à un éditeur, ben, vous devez vous assurer que vous respectez la législation canadienne en matière de droit d'auteur et que vous suivez certaines règles pour garantir que vous utilisez le matériel de manière appropriée. Ça veut dire que vous allez devoir obtenir l'autorisation écrite du détenteur des droits d'auteur et peut-être fournir des copies de ces autorisations à la demande de l'Université d'Ottawa. Alors, au niveau du droit d'auteur, il est recommandé d'essayer d'utiliser des alternatives ou des exceptions au matériel protégé par le droit d'auteur. Alors, pensez par exemple à utiliser votre propre travail, vous avez le droit d'auteur dessus, utiliser un travail du domaine public qui ne tombe pas sous la coupe du droit d'auteur ou un contenu ouvert dont l'utilisation est par défaut gratuite. N'oubliez pas que le droit d'auteur non seulement s'applique au texte, mais aussi à tout élément autonome tel qu'une image, une photo, un tableau, un graphique, un diagramme, une figure, une carte, etc., qui sont reproduits dans votre thèse. Si vous incluez dans votre thèse des articles que vous avez déjà publiés ou qui ont été soumis pour publication, ne supposez pas que vous détenez les droits d'auteur sur la version finale qui sera publiée. Alors, n'assumez pas ça. Alors, et vous devez également, encore une fois, obtenir l'autorisation écrite des co-auteurs. Donc, si un éditeur de revue détient les droits d'auteur, vous allez devoir vérifier auprès de cet éditeur quelle version des articles peut être reproduite sans l'autorisation de l'éditeur. Alors, la plupart des éditeurs vous autoriseront à inclure le projet de version finale qui a été examiné par les pairs, mais pas la version formatée par l'éditeur. Alors, pour vous assurer de bien comprendre ce que vous êtes autorisé à faire, nous vous suggérons d'aller sur le site web de l'éditeur pour consulter ses politiques ou référez-vous à votre contrat d'édition. Dernier petit point que j'aimerais aborder avec vous avant d'aller dans le concret, c'est les licences Creative Commons, les CC. Alors, parce que les licences Creative Commons ont également un impact sur votre thèse. Alors, il est de plus en plus courant de mettre les thèses à la disposition du public sous une licence Creative Commons, mais il n'y a aucune obligation de le faire. Alors, le fait d'attribuer une licence Creative Commons à votre thèse, c'est un moyen simple et légal d'autoriser d'autres personnes à utiliser votre travail dans les conditions, à condition qu'elles respectent les conditions de la licence que vous avez choisie. Alors, ça vous permet de garder les droits d'auteur, mais ça permet à d'autres personnes de s'appuyer sur vos recherches. Alors, il existe 6 types de licences Creative Commons et ça va de la moins restrictive où les réutilisateurs sont libres de partager, de développer ce qui a été dit dans votre thèse tant qu'ils vous citent comme auteur. Et cela va jusqu'à la plus restrictive où les réutilisateurs sont autorisés à copier, à partager votre travail, mais sous une forme non adaptée uniquement, alors à des fins commerciales. Alors, vous pourrez aller sur le site Recherche UO pour obtenir plus de détails sur le droit d'auteur et ses licences Creative Commons. Alors, permettez-moi de quitter maintenant cette présentation PowerPoint et je vais ouvrir ce document dont on a vu la page titre il y a quelques instants. Alors, ceci, c'est un exemple de thèse auquel on a ajouté différentes caractéristiques d'accessibilité. Alors, je vais prendre simplement quelques minutes pour vous montrer où ces caractéristiques se cachent pour vous permettre de les réutiliser à votre tour. Alors ici, on a un document très bien structuré
Alors, une page titre dont on a abondamment parlé tout à l'heure. Si on continue de faire défiler l'écran, nous avons une section résumé, une section pour les remerciements, la table des matières, une liste de tableaux, une liste de figures. Et finalement, on voit le début du texte de la thèse comme telle. Alors, au niveau des caractéristiques d'accessibilité dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, la première que j'ai mentionnée, c'était les styles. Alors, alors, quand je parle de style, je parle de différentes caractéristiques qu'on va appliquer à une section de notre thèse. Par exemple, les chapitres. Alors, la mention des chapitres. Alors, au lieu de sélectionner notre texte, chapitre 1, et lui attribuer différentes caractéristiques comme la police, la grandeur des caractères, est-ce que ça doit être au centre, justifié à gauche, en gras, en italique, et faire ça à chaque fois qu'on mentionne un numéro de chapitre, on peut sélectionner un groupe de caractéristiques et l'appliquer au texte qu'on a choisi ou sélectionné. Alors, par exemple, au chapitre 1, si je vais ici, parce que c'est plus facile, donc sous la section Accueil, alors on voit que pour le chapitre 1, pardon, on lui a attribué la police Times New Roman, la taille des caractères 14, le texte est centré, et au niveau, je ne le vois pas, non, style, pardon, style, on lui a attribué le titre 1. Donc, si je continue à faire défiler l'écran et que je trouve le chapitre 2, au lieu d'aller moi-même choisir sous accueil les différentes caractéristiques que je veux appliquer à cette en-tête, je peux sélectionner le texte, chapitre 2, accueil, et vous voyez automatiquement les caractéristiques du style titre 1 ont été directement appliquées. Donc, caractère Times New Roman pour la police, taille 14, le texte est centré. Alors, ce type de style est également possible de les appliquer pour d'autres sections de votre texte. Alors, chapitre 2 était l'entête. Si vous avez d'autres sous-entêtes comme résumé, introduction, méthode, vous pouvez, pour toutes ces mêmes sections, appliquer un autre style. Alors, si je clique sur résumé, on a appliqué cette fois-ci le style titre 2, c'est-à-dire police de caractère Times New Roman, taille 13 et différentes autres caractéristiques comme l'alignement à la gauche au lieu de au centre. Et on peut continuer ainsi à attribuer des styles à nos différentes sections dans notre texte. Alors, pourquoi je vous parle de ces styles qu'on peut appliquer? Est-ce que c'est important? Alors, la réponse, je vous dirais, est oui. Une de mes réponses, c'est parce que si vous utilisez la fonction thématique pour créer votre table des matières, toutes les sections auxquelles vous avez attribué un style, donc un regroupement de caractéristiques, ces sections identifiées par un style vont être utilisées pour créer votre table des matières. Donc, au fur et à mesure que vous travaillez dans votre texte et que vous changez les numéros de chapitre, les noms des sections, tout ça va être changé automatiquement dans la table des matières parce que vous avez identifié différentes sections en utilisant sous accueil la fonction style. Alors, ces styles, vous pouvez les appliquer aux sections, mais vous pouvez également les appliquer aux paragraphes. Alors, sous accueil, vous avez la section paragraphe, vous avez une petite flèche ici à la droite. Alors, je vais d'abord sélectionner, un paragraphe. Voilà. Alors, accueil, paragraphe, la petite flèche ici. Alors, vous pouvez jouer avec l'alignement. Vous pouvez jouer avec les retraits à gauche, à droite. Et surtout, vous pouvez jouer avec l'espacement entre les paragraphes, donc entre le titre de la section et le paragraphe comme tel. Alors, c'est à vous de jouer avec l'espacement en indiquant, vous voulez 6 points entre chacun, avant et après. Vous voulez donc la même chose pour l'espace après. Vous voyez automatiquement dans la section aperçu
l'application des choix que vous venez de faire. Interligne, voilà l'option qui se trouve ici. Alors, est-ce que vous voulez utiliser l'interligne simple, 1.5, double, etc. Alors, en général, il est recommandé de ne pas nécessairement utiliser l'interligne simple, mais d'espacer un petit peu plus pour rendre le texte plus lisible. Autre caractéristique, les images. Alors, je fais défiler l'écran. Alors, voici une image introduite dans le chapitre 3. Si vous voulez ajouter un texte alternatif comme fonction d'accessibilité, pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton droit de votre souris, choisir Afficher le texte de remplacement et vous voyez apparaître à la droite une boîte à l'intérieur de laquelle vous pouvez taper une ou deux phrases maximum puis qui décrit l'image comme telle pour rendre cette image plus compréhensible à vos usagers. Deux autres petites caractéristiques, je terminerai avec cela. Le vérificateur d'accessibilité. On veut savoir si tout va bien de ce côté-là. Alors, pour ce faire, vous allez devoir utiliser le menu en haut et cliquer sur Révision. Cliquez sur Vérifier l'accessibilité. Et encore une fois, vérifier l'accessibilité. Et vous voyez à la droite un rapport qui indiquera quelques suggestions pour améliorer votre texte afin d'utiliser comme il se doit les différentes caractéristiques d'accessibilité. La dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'on vous a recommandé de sauvegarder vos fichiers sous le format PDF accessible. Alors, pour ce faire, vous devez cliquer sur Fichier. Vous devez sauvegarder, enregistrer une copie, voilà. Au lieu de sauvegarder votre document sous un format Word, vous voyez ici Document Word, vous allez sélectionner le format PDF. On vient de voir apparaître sous cette boîte le lien Plus d'options. Alors, on clique dessus. Voilà. Dans le bas de cette page, vous devez cliquer sur le bouton Options. Et finalement, dans le bas de cette section qui s'appelle Options PDF, vous devez sélectionner le format compatible PDF-A. Et vous cliquez sur OK et vous aurez sauvegardé votre document sous la forme d'un PDF accessible. Alors voilà, c'est tout pour moi sur ce que je voulais partager avec vous au niveau de l'accessibilité, du droit d'auteur et des licences Creative Commons. Alors maintenant, je vais céder la parole à Liane qui va vous parler un peu plus en détail de la soumission de votre thèse comme telle. Alors, Liane. Merci, Nathalie. Je vais partager mon écran un moment. OK. Alors, une fois que vous avez préparé la thèse comme il faut, en prenant les considérations de les éléments mentionnés précédemment, c'est le temps de soumettre votre thèse à Recherche UO. Mais il y a un petit processus à suivre avant de franchir cette dernière étape. Et ceci est de faire une demande de service dans UOZone. Cette demande de service est l'attestation de la version finale de la thèse. Ceci est une demande qui doit être approuvée par le superviseur de votre thèse ainsi que votre unité académique. Durant cette demande de service, vous pouvez aussi facultativement remplir un formulaire de demande d'embargo et l'attacher à la demande de service. Un embargo peut être mis sur une thèse pour en faire un délai de la publication publique du contenu du test pour une période de temps prédéfinie. Alors, de 6 mois, d'1 an, de 2 ans ou de 5 ans. Il y a aussi la possibilité en même temps de restreindre le résumé. Cette demande d'embargo doit être approuvée par le superviseur et le directeur du département.
Les embargos ne peuvent pas être appliqués rétroactivement. Alors, si vous tentez de le faire, faites-le durant la demande de service, parce qu'on ne peut pas les mettre après la publication en ligne. Je m'excuse un moment. Une fois que tu as fait cette demande de service, s'il vous plaît, attendez la confirmation par courriel que vous pouvez soumettre votre test à Recherche UO. Comme je l'ai mentionné, l'attestation version finale doit être approuvée par votre superviseur, mais aussi par votre unité académique. Alors, si votre superviseur dit qu'il l'a approuvé, ce n'est pas nécessairement le cas que tu peux soumettre à Recherche UO. S'il vous plaît, attendre le courriel. Voici un exemple du courriel que tu vas recevoir de la part de l'unité académique qui dit « Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de service a été approuvée et que vous pouvez maintenant la soumettre à Recherche UO. » Si vous n'attendez pas le courriel, votre test sera retourné avec un message qui dit « S'il vous plaît, attendre que vous avez l'autorisation de votre unité académique. » Une fois que vous avez reçu cette confirmation par courriel, vous pouvez accéder au site ruor.uatois.ca. Et ici, c'est juste une capture d'écran. Je vais passer à Recherche UO dans une minute, mais vous verrez qu'il y a une sorte de section de connexion ici et je vous montrerai ensuite où accéder à la section pour soumettre votre test. OK, alors, un moment. Je pense que je vais arrêter de partager et partager encore. Voilà. OK, je vous conseille les lignes directrices de la bibliothèque avant de commencer à soumettre votre test. Alors, je pense que j'ai partagé le lien dans le chat, mais vous pouvez trouver cette page ici. Et si on clique ici sur le bouton « Soumettre votre test », on peut voir toutes les informations qu'on a couvertes aujourd'hui durant la session. Vous avez un lien ici pour la demande d'embargo et toutes les instructions pour préparer votre test comme la pagination, le format de fichier, aussi notre guide sur l'accessibilité. Et maintenant, je vais montrer comment soumettre votre test. OK. Premièrement, vous devrez connecter en haut à droite en utilisant vos identifiants UO Access. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez commencer votre soumission. Sélectionnez le signe ici, plus dans le menu de navigation de gauche, puis Créer et Item. En tant qu'étudiant, vous aurez moins d'options que vous avez sur mon écran là. Et ensuite, cherchez pour la collection TESS 2011 à présent dans le menu déroulant ici. S'il vous plaît, ne pas soumettre votre test à une collection spécifique à un département. Les tests doivent être soumis à cette collection principale, TESS 2011 à présent. Alors, vous pouvez commencer ici à cette page à remplir les informations requises. Commencez avec votre nom de famille, votre prénom, ensuite le titre et remplissez le résumé ici. Et vous devrez inscrire le résumé tel qu'il apparaît dans votre test. Ensuite, remplissez les mots-clés de votre test. Généralement, c'est les idées principales et cela aide à la découverte de votre recherche. C'est donc une chose précise à inclure et vous pouvez ajouter plus de mots ici par cliquer sur « Ajouter ». Ensuite, remplir le nom de votre directeur ou directrice. Ici, si vous avez plus d'un directeur, vous pouvez ajouter encore.
Choisissez la faculté de le menu déroulant ici. Je vais choisir art. Et ensuite, pour le département, il s'agit d'un champ libre. Donc, je vais entrer juste test pour aujourd'hui. Ensuite, le cycle et le grade. Et finalement, la langue. OK. Et ici, à cette section, vous pouvez voir l'option pour remplir l'information liée à l'embargo si vous avez été approuvé pour un. Dans le cas aujourd'hui, je suis approuvé pour un embargo de 12 mois. Alors, je vais choisir le, c'est quoi aujourd'hui? Le 3 avril 2025. Et ensuite, je vais télécharger mes fichiers. Oh, un moment ici. Et tu peux glisser, déposer votre test là. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, votre soumission de test doit être un seul fichier PDF, mais si vous avez des fichiers supplémentaires comme des images ou des données, vous pouvez ajouter là aussi. Vous maintenant à l'option de choisir une licence Creative Commons. Ne choisissez pas la première option là, mais Creative Commons ici. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est une option facultative. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous choisissez de sélectionner, vous devrez choisir le degré de restriction ou de tolérance dans la licence. Pour aujourd'hui, je vais choisir une licence qui est très ouverte. Alors, je vais dire oui pour les deux options. Cliquez que j'accorde la licence. Et finalement, la dernière étape est d'attribuer à l'université une licence non exclusive pour distribuer votre test en recherche UO et le transférer à la Bibliothèque et Archives Canada. Pour ceci, simplement lis cette section-là et puis au bas de la page, tu cliqueras sur « J'approuve la licence ci-dessus » et tu es maintenant prêt à déposer votre test. Tu peux cliquer le bouton vert ici. Et si vous avez rempli l'information correctement, vous avez un petit message ici qui dit la soumission déposée avec succès. OK, un moment, je vais terminer partager cette écran et je vais retourner à mes diapositives. Juste donnez-moi un moment. OK. Alors, après la soumission, s'il vous plaît, tu dois suivre votre soumission. S'il y a des corrections à apporter, l'équipe de recherche UO vous contacterait par votre courriel UOttawa que tu as utilisé pour soumettre votre test avec les détails de corrections nécessaires. Vous pouvez effectuer des corrections et ensuite télécharger le fichier corrigé. Si vous devez apporter des corrections à votre fichier de test, vous n'avez pas besoin de commencer une nouvelle soumission. Vous pouvez simplement vous connecter à votre espace de travail Recherche UO et naviguer jusqu'à l'écran de téléchargement des fichiers que nous avons vus. Et de cette façon, vous pouvez simplement remplacer le fichier original par le fichier corrigé. Une fois que vous avez soumis un fichier qui répond à toutes les exigences de formatage, vous recevrez un courriel de recherche UO qui dit que nous vous félicitons d'avoir accepté votre soumission.
Alors, vous obtiendrez un URL permanent et dans 24 heures, un DOI sera attribué à votre test. Alors, nous avons également de nombreuses ressources à partager avec vous. Les directives que j'ai mentionnées pour déposer votre test se trouvent sur le site Recherche UO, qu'on a vu précédemment. On a aussi le site du Bureau de droit d'auteur qui donne de plus d'amples renseignements sur les droits d'auteur et votre test. Le Bureau des études supérieures et postdoctorales nous donne une guide de ressources sur la préparation de votre test. Et finalement, on a les guides et des informations pour comment créer les documents, des sites web et des vidéos accessibles qui reviennent du carrefour d'accessibilité à l'université. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et commencer à répondre à les questions.